Merci Kohan d'être venu. Bonjour, c'est un plaisir. Je pense que dans ton jardin, c'est la première fois que j'ai ressenti l'abondance, presque comme une personne que bizarrement j'avais jamais rencontrée dans le passé. Tellement elle était évidente, belle, pas juste l'abondance, peut-être qu'on peut ressentir dans une ferme bio-intensive, un grand jardin, j'en ai vu. Mais l'abondance était présente, évidente, magnifique. Est-ce que c'est comme ça que tu as conçu ton jardin et la philosophie qui est derrière? Je commencerai par parler de résilience. Dans la résilience, il y a toute la diversité des êtres, la diversité aussi des façons de penser notre action. Moi, j'ai travaillé dans des petites fermes maraîchères. Fait que j'ai vu aussi des jardins assez grands, sur plusieurs hectares, qui sont des jardins ou que c'est une entreprise ou que c'est un métier, en fait. Puis j'ai vu aussi des petits jardins familiaux qui sont plus à petite échelle pour la famille. Puis moi, je me sens un peu comme entre les deux, comme un espace que je trouvais qui me rejoignait dans la façon de créer des jardins. Ça fait que c'est ça, dans la résilience, il y a toutes sortes de façons de penser nos actions. Moi, j'aimais ça, me dire que si je suis capable de le faire, c'est pas beaucoup d'efforts de plus, de faire une rangée de plus, ou d'aller chercher l'aspect quantité. Pour moi, c'est important, cet aspect-là dans le jardin. Fait qu'il y ait assez d'abondance que je peux dire aux enfants, s'il y a des enfants qui viennent visiter, vous pouvez y aller. Allez-y, cueillez comme vous voulez, dans l'allée de cerises de terre ou dans l'allée de tomates cerises. Puis il y en a amplement. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai pensé mon jardin. Tu viens de nous confirmer mon sentiment, c'est que tu es volontairement dans l'abondance, le partage. Moi, je vois aussi des plantes épanouies. Là, comme je rentrais, je regardais tes plantes courgettes et les miens, je voyais qu'il y avait un épanouissement de la plante qui était total par sa beauté, sa grandeur. Peut-être pour s'imaginer un peu ton jardin, est-ce qu'on s'imagine des lignes bien droites ou comment tu conçois ou tu peux nous aider à imaginer ton jardin? C'est sûr, les lignes droites, ils ont leur raison. Pourquoi nos grands-parents faisaient ça comme ça. Bon, eux, ils avaient leur raison de le faire comme ça. Après ça, pourquoi les maraîchers vont utiliser la ligne droite, c'est tout son côté pratico-pratique, la facilité d'entretien, ainsi de suite, de normaliser, disons, la structure. J'aime ça jouer un peu sur le fait que si le jardin est à échelle humaine, j'aime ça parler d'échelle humaine pour dire le jardin sa grandeur me permet d'être quand même créatif, puis de pas juste être productif, ouais, c'est ça, ou efficace. Fait que je peux jouer un peu sur les courbes, ajouter des fleurs, ajouter des plantes qui sont moins des plantes connues. Ça fait que c'est ça, d'aller jouer un peu sur le côté aussi créativité. Donc, de pouvoir être créatif dans les designs, mais aussi les supports à tomates ou faire grimper les pois, que ça soit pas juste « Ah, il faut que je finisse les tuteurs pour les pois. » Non, il faut dire « Ah, mais ça serait beau s'il y avait un peu des courbes, s'il y avait un peu un côté artiste en arrière des tuteurs ou en arrière des mélanges de plantes. » Tu parlais de la beauté des plants. C'est sûr que je me sers un peu de ce que j'ai appris dans les fermes maraîchères. Fait que c'est des informations un peu plus techniques. Fait que
bien nourrir le sol, d'utiliser un peu des outils comme les couvertures flottantes pour donner un peu plus de chaleur, pouvoir planter plus tôt en saison, qui fait que quand j'enlève les couvertures, ben là, les plants sont beaux, sont épanouis, ils sont bien enracinés. Fait que ça permet d'avoir un beau jardin tôt en saison. En tout cas, ce que je remarque, c'est que tu as l'abondance, le désir de partager et en même temps la beauté. Des fois, ça peut s'opposer parce que on nomme grand et l'ennemi du beau. Puis dans ton cas, on dirait que tu es capable de concilier les deux. Ouais. Parce que des fois, tu fais des concessions pour la productivité au détriment de la beauté quand même. Je pense que oui. Je pense qu'il y a certains compromis qui sont des compromis techniques. Quand on suit les saisons nous poussent à un certain rythme. Je peux pas, j'ai pas le piton. Dire, ah, mais là, j'aimerais ça prendre un peu plus mon temps ou pouvoir avoir travaillé un peu plus la beauté du jardin. Non, la saison continue. C'est important de suivre ce rythme-là. C'est un rythme que j'ai appris à suivre, que je respecte, dans le sens que ça fait partie de mon amour, en fait, de la vie, qui me donne qui m'encourage au respect des choses qui me dépassent. T'sais. Puis moi, mon travail, ou ma passion, c'est d'aller jouer un peu avec cette réalité-là, tout en étant intuitif ou tout en étant joyeux de suivre un rythme que c'est pas moi qui décide. J'essaie de pas trop faire de compromis sur la beauté ou sur le fait d'être dans la joie quand je rentre dans le jardin, que ça ne devienne pas comme trop trop lourd à porter ou qui fait que là, ça l'enlève un peu de la spontanéité ou de la joie de dire mais c'est vraiment une passion, c'est vraiment comme quelque chose qui part d'un endroit qui n'est pas juste réfléchi. Des fois, j'ai de la misère à l'expliquer pourquoi je fais ça. Des fois, je ne sais même pas moi-même. Tu m'avais parlé de compromis dans le contexte, moi le jardin, j'y fais pas de compromis. Tu m'avais parlé aussi d'un investissement que ça pouvait représenter financièrement. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce que ça veut dire pas de compromis? J'ai l'impression que tu l'as nommé dans tes gestes techniques au sens où c'est pas de compromis. Je fais les choses bien à la bonne date. Je donne la chaleur avec des couvertures flottantes. Moi, j'ai fait ça par exemple. Ça veut dire quoi, pas de compromis pour toi? C'est sûr qu'il y a différentes racines à ce mot-là, à cette idée-là. Pour en nommer une, pour commencer en reconnaissant toutes les grandes inspirations des grands penseurs, des gens qui m'ont aidé dans ma réflexion. Pierre Rabhi en fait partie. Il nommait souvent « il n'y a pas de compromis dans le jardin ». Le jardin va tout le temps avoir sa place dans ma vie, peu importe combien de conférences je fais ou combien d'autres choses que dans d'autres implications. Et ça, je ressens ça un peu à la façon qu'il nomme, de la façon qu'il nomme. Que je veux que le jardin ait toujours une place dans ma vie, peu importe si je m'investis dans d'autres choses, s'il y a d'autres projets qui prennent aussi du temps. Puis, une autre façon de nommer pas de compromis, je dirais, c'est un peu ce qu'on entend sur les fermes maraîchères. Tu sais, des fois, on entend un peu un épuisement de nos agriculteurs, puis pour moi, pas de compromis, ça veut dire rester dans l'abondance, mais une façon de le penser qui me garde, qui fait que je peux le gérer de façon agréable, sans m'épuiser, sans brûler ma passion,
mais aussi sans avoir recours à trop de... Ouais, je sais pas comment le dire, mais tu sais, ouais. Trop de mauvaise énergie, tout ce qui est de trop, presque. Ouais, c'est ça. L'heure de trop, l'effort de trop. Oui, ça serait ça, c'est ça. C'est que notre façon de penser les entreprises, souvent, ça nous pousse un peu, ou ça pousse les gens qui les portent un peu à la limite du temps investi, comme un peu on peut faire avec les plantes. Des fois, on est sur la limite de trop de fertilisation parce qu'on veut avoir le maximum de la plante, mais on dirait qu'on fait ça un peu dans nos vies d'humains. On est comme tout le temps à se pousser à la limite de « Ah, ben, je pourrais en faire un peu plus » ou je me sens... est-ce que je suis assez productif? Est-ce que... Ou si je prends un temps un peu d'arrêt, ben là, c'est tout juste si on se sent pas coupable de ne pas être productif une journée ou une heure dans la journée. Quand on parle de productivité, on pourrait croire beaucoup. Et en t'écoutant, j'ai comme l'impression que, par exemple, apporter la bonne dose de fertilisation, ça fait partie des savoirs, des connaissances qu'on acquis, et c'est au final ce qui permet une vraie abondance. Donc c'est plus la juste quantité que la surquantité. Est-ce que... Vraiment, je continue d'apprendre sur ce juste milieu. On pourrait parler aussi pour faire l'analogie avec nos relations humaines, amicales, personnelles, amoureuses, même la juste distance. Puis c'est le côté juste, en fait, ce mot-là, juste. Au jardin, je fais encore des erreurs sur le juste. Des fois, je me surprends, je me fais avoir, en fait. J'y vais intuitivement, puis je me rends compte que mon intuition, ben, je suis allé un peu trop fort ou j'aurais pu y aller un petit peu plus fort. Fait que j'apprends encore beaucoup, puis pour faire le pont avec les relations, mais je pense que on est tout le temps en apprentissage de c'est quoi, justement, ce juste milieu. Ouais. On va se donner une chance d'imager, je pense, qu'est-ce qu'un juste soin, un juste apport. Je prends le risque de nommer la courgette parce que c'est vraiment la beauté de tes plants qui m'avait marqué l'été dernier et probablement la petitesse des miens. Mais tu sais, tu dis, j'apprends encore sur le juste apport. Quels paramètres ça prend concrètement en tant que jardinier? Est-ce que, par exemple, tu penses à la richesse de ta terre par rapport à l'année dernière? Quelle culture était sur cette parcelle? Donc, qu'est-ce qui reste comme nutriment là-dedans? Je ne suis pas quelqu'un qui est très technique dans ma façon d'aborder les cultures pour quand même partager un peu ma réflexion, disons, ce à quoi je vais penser quand j'arrive devant une culture qui est à établir. Oui, je vais essayer de prendre en compte la culture qui était là l'année dernière, la culture que je veux établir. Donc, est-ce que c'est une culture qui est très exigeante en engrais ou un peu moins? Mais après ça, il y a tout un côté, c'est ça, très intuitif. Fait que souvent, je vais quand même fertiliser chaque bande un minimum. Ça fait que déjà, ça... Puis après ça, je peux refertiliser un peu en cours de route si je vois qu'il y a des carences ou si je vois que... Puis à date, je me rends compte que même des cultures, disons, si on change de culture, on parle du haricot. L'année dernière, ça m'a surpris. D'habitude, on va lire le haricot, c'est pas une culture qui demande... faible en apport. Ouais. J'ai engraissé quand même abondamment, puis j'ai eu un super beau résultat. Est-ce que c'était à cause, de différents facteurs qui sont pas juste dus à l'engrais que j'ai mis, peut-être? Mais à cette heure, je mets ça dans mon bagage de connaissances en me disant, le haricot, je peux quand même lui donner un peu d'engrais, puis ça réagit bien.
Fait que c'est vraiment essai-erreur. Moi, j'ai beaucoup appris comme ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'essaie de pas les retenir, de pas les oublier, puis de pouvoir faire pas les mêmes, du moins. Non. En tout cas, laisser place à l'intuition. Et en effet, si on est trop théorique, je pourrais croire que carottes, haricots, c'est faible en compost, comme on le voit dans la littérature simplifiée. Oui. Puis, Je suis pas contre qu'est-ce qui est les écrits. Je pense qu'il y a beaucoup de belles informations qu'on peut aller chercher dans les écrits, dans des gens qui ont une belle expérience, qui ont su le mettre en mots, soit dans des livres, soit dans dans d'autres médias. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très naturel dans jardiner qui nous connecte un peu avec en tant qu'humain, notre capacité à produire notre nourriture. Tu sais, comme on pourrait dire, comment les oiseaux ils font pour trouver telle sorte de graine qui est comestible. Tu sais, ils n'ont pas lu des livres, ils n'ont pas... Pourtant, ils savent exactement où aller avec les générations. Les oisillons, ils apprennent en voyant, tu sais, il n'y a pas eu de mot qui a été dit. Fait que je sens, pour moi, le jardinage, ça vient toucher à de quoi qui est très à la base de notre humanité. Quelque chose qui est comme quasiment naturel, écrit dans nos gènes. Puis j'aime ça aller... chercher ça. Ouais. Comme un nouveau-né qui allaite aux premiers instants de sa vie, on serait peut-être tous chasseurs-cueilleurs. Oui, des connaissances. Notre corps a des connaissances qui passent pas juste par la réflexion mentale. Puis j'aime ça jouer un peu là-dessus, tout en utilisant le mental pour que les actions que je fais au jardin soient le plus bénéfiques, soient le plus... je recherche un résultat, même si je le fais... Je veux le faire de façon créative, je veux le faire de façon sans trop me mettre de pression, mais c'est sûr que tout le temps que j'investis, je souhaite quand même qu'il y ait un résultat qui arrive de ce temps-là. Fait que de mélanger un peu, c'est ça, les deux, l'intuitif, puis en même temps les connaissances. J'ai toujours une sorte d'appréhension en parlant de quantité avec toi, parce que j'ai envie de t'écouter sur la valeur d'une caisse de carottes, par exemple. On va y arriver, mais avant d'ouvrir cette question, est-ce que tu pourrais nous donner une idée de la production que tu arrives à sortir d'une année? Est-ce que ça se quantifie ça? J'ai de la misère un peu à le quantifier comme ça, disons juste intuitivement, sans avoir vraiment d'idée de quantité. Je pourrais dire peut-être assez de légumes pour 2, 3, 4 familles. Moi, j'ai mes légumes, la plupart des légumes pour toute l'année. Ça fait que ça, c'est comme une sorte j'aime ça parler d'auto-abondance, moins dans la suffisance, mais plus dans il y a amplement. Après ça, c'est sûr que l'on parle de légumes de base, les carottes, les patates, les betteraves, les tomates, l'ail, que je réussis à avoir toute l'année. Après ça, d'autres légumes aussi. Plus après ça, pour ma famille, je réussis à partager les voisins. Ça fait que c'est ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Puis c'est parfait que on nomme un petit peu la quantité, mais presque pour la démystifier, ou pas dire la dévaloriser, mais presque, parce que tu me parlais de la valeur. C'est quand on pense quantité, on pense peut-être, bon, autant de kilos de légumes, ça vaut autant à l'épicerie. Mais la valeur d'une caisse de légumes, un panier que tu offres à tes voisins en l'occurrence, c'est quoi pour toi?
il y a différentes façons de le nommer. Pour moi, ça vaut rien. Mais en même temps, ce que je trouve qui a une valeur immense, c'est le fait de créer quelque chose de mes mains avec presque pas de machinerie, ou le moins possible de machinerie, de pétrole, du coup. Pas de système d'irrigation qui est installé. Je fais un petit peu d'irrigation, mais à la main, avec un arrosoir. Donc, de créer quelque chose qui n'a pas de... disons, quand on pense à manger local, là, OK, c'est fait là, à côté de la maison, c'est partagé à des gens qui restent pas trop loin. C'est donc vraiment d'incarner, je trouve, quelque chose qui fait du sens, quelque chose qui peut être aussi qui est pas trop destructif, qui est un peu même qui peut être positif pour si on pense à notre vie d'humain, ces actions-là qui sont en accord avec la nature qui nous entoure, qui prennent soin de ce qui nous entoure, tout en prenant soin aussi de nos assiettes, de l'abondance de légumes classiques. Tu sais, j'aime ça travailler beaucoup avec les légumes qu'on connaît. La carotte, le haricot, la patate, le navet, la tomate. Tu sais, j'aime ça que en me disant, on est habitué de cuisiner ces légumes-là, ça fait que c'est avec eux qu'il faut qu'on commence. On connaît au Québec. Oui, les Québécois, ouais. C'est ça. Ma culture, oui. C'est ça, mais la base qui dit, on prend soin de cette base-là, de notre alimentation, sans tout de suite trop chercher à tout changer notre alimentation, vraiment avec une alimentation qui est connue. Ça, on peut le faire. Ça pousse bien chez nous. Il y a moyen d'en avoir pour l'année assez facilement avec un peu d'expérience, avec un peu de connaissances en arrière de ça, mais autant pour conserver que pour faire pousser. Puis, Et je vais citer un texte que tu as écrit pour imager tout ça. Le titre, c'est La nourriture libérée. Je ne lis pas tout, mais une alternative au modèle économique souhaitant valoriser les métiers en dehors des valeurs monétaires. Et moi, je trouve que quand je t'ai écouté, quand je vois l'ampleur du jardin, mais en même temps, tu dis ça vaut rien, ça m'a vraiment percuté, parce qu'il y aurait presque un côté hors sujet de mesurer la valeur, combien ça m'a coûté dans le tronc nutritif, les heures, le productivisme qu'on a pu voir autour du maraîchage bien intensif. Ça, c'est pas toi, pas ton message quelque part. C'est une passion, c'est donc un peu comme des gens qui sont passionnés il y a tellement de passion de nos jours, on pourrait penser à des gens qui font des sports d'hiver ou des gens qui aiment les chevaux. Donc, quand c'est une passion, il y a un certain investissement qu'on va faire sans trop y penser parce que ça fait partie d'une passion. Je vois. Ouais. Je fais une petite pause pour mettre la caméra, mais c'est parfait. Donc, c'est ça, juste pour revenir un peu sur ce côté-là de l'investissement. Pour moi, quand je me suis mis à faire des jardins de cette façon-là, parce que durant mon expérience en tant que jardinier, ça s'est transformé avec les années, avec les différentes inspirations, avec le temps dans ma vie qui se plaçait pour d'autres étapes de vie. Depuis quelques années, je le sens comme une sorte avec si peu d'investissement, on peut avoir un impact si grand. Puis c'est ça, moi, que je trouvais merveilleux. Puis en même temps, je me disais, crème, il y a des gens
qui possèdent tellement, tu sais, d'avoir financier, puis qui sont à la recherche de solutions pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre planète, avec un petit peu avec deux mains, avec un investissement qui est minime, tu sais, si on calcule avec toutes la quantité d'argent qui transige à chaque jour sur notre planète, la quantité d'argent qui est accumulé dans des comptes de banque, puis là, avec si peu d'investissement, je peux avoir un impact direct sur des visages, des gens que je connais, des gens que j'aime, un impact direct sur pas nécessairement l'autosuffisance totale de mes voisins mais au moins un petit quelque chose qui est comme mais ça m'a fait plaisir, ça m'a pas coûté grand-chose, ça l'a fait plaisir à quelqu'un, ça l'a permis un petit peu peut-être d'économiser, disons, sur tel ou tel légume, qui fait qu'après ça, je peux investir cet argent-là sur d'autres produits, peut-être, qui créent une belle abondance sur la table. Fait que c'était comme un constat de c'est miraculeux. Puis que c'est ça, de vouloir de dire ça, je peux le faire. J'ai pas à demander la permission à personne. Je peux prendre cette joie-là, cette mission-là avec peu d'investissement, je crée de la joie, je crée de l'abondance. Pourquoi pas? J'aurais vraiment aimé imager ce concept de multiplication. Tu nommes peu d'investissement. Je te disais que l'abondance dans ton jardin, pour moi, c'était presque tellement évidente qu'elle était présente, mais j'ai aussi ressenti que je ne l'ai pas beaucoup rencontrée dans ma vie. Cette forme d'abondance dont la source est minime, source d'investissement. Et derrière ça, il y a le concept de multiplication. Pour avoir beaucoup avec peu, il faut savoir multiplier. Puis j'ai l'impression que c'est un peu de ça dont tu parles. Puis je vais donner une autre métaphore, mais... moi, quand j'ai compris le mécanisme de multiplication de la kombucha ou du levain, c'est un autre moment où j'ai réalisé une forme d'abondance que j'allais pouvoir pérenniser sans réacheter. Pour toi, la multiplication, c'est quoi? Laquelle multiplication concrète symbolise cette capacité de créer beaucoup avec peu? On pourrait penser, les semences sont un bel exemple de multiplication. Quelques semences vont donner après ça une abondance de semences. Fait que déjà, il y a un principe de multiplication qui est assez concret dans le jardin, qui est facile de... Est-ce qu'on parle des semences faciles à récolter, par exemple? La carotte, la coriandre? Oui, c'est sûr. Il y a des semences qui sont plus faciles à récolter. Il y a tout le temps un défi. Pour moi, la production de semences, c'est quand même un domaine à part qui est pas... C'est pas tant si ma force, on peut dire. Mais j'aime ça l'intégrer de plus en plus dans comment je réfléchis mon jardin, comment que je vais le planifier. Tu peux nous donner 2-3 exemples de justement, parce que comme on est un peu tous effrayés par ce sujet, des fois, par quoi on peut commencer? L'ail, pour moi, c'est une belle culture qui parle de multiplication. C'est-à-dire, c'est une culture que je fais depuis plusieurs années. Toujours garder une partie de l'ail, la replanter à l'automne, puis savoir que en moyenne, ça va être x4, x5. Ça fait que je garde quelques kilos, je fais x4, x5. Hop, ça donne plusieurs kilos. Je récolte plusieurs kilos, j'en remets encore quelques kilos de côté. Puis comme ça, les années passent, puis j'ai toujours la même génétique d'ail. Je rachète plus d'ail, ni au magasin, ni pour semer. Je garde mes semences en gardant une partie de la culture. Vu que l'ail, c'est comme un peu... On replante la gousse. Ça fait que c'est pas des graines, mais c'est... sinon, un bel exemple, mais ça pourrait être le haricot. Le haricot qui est comme le haricot sec, qu'on appelle aussi les bines. Fait que là, encore là, c'est des semences. Quelques semences, ça donne beaucoup de semences. J'en prends une partie pour manger.
Genre, il y a une partie de côté que je ressème au printemps. Une autre culture qui est quand même assez facile à multiplier, les semences. Puis on pourrait aller comme ça, on pourrait parler de la patate. La patate, ça fait plusieurs années, je garde les mêmes génétiques de patate. J'entrepose au caveau. Durant l'hiver, j'en garde toujours une partie pour le printemps. Puis là, après ça, je ressème au printemps les patates qui ont commencé à germer. Puis là, ça refait une autre saison. L'ail, l'haricot, la patate, ça nous permet de toucher des formes d'abondance et de régénération. Hein. C'est la première année que moi, je prévois de conserver mes cailleux. C'est ça. Il m'aura pris 5 ans. C'est ça. C'est plein de connaissances connexes. Chaque légume est un monde. Quand on pense aux jardins, des jardins diversifiés avec peut-être autour d'une 50aine de variétés différentes, mais c'est chaque légume qui demande des connaissances particulières, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à maîtriser un peu les différents aspects et de sa culture, de sa conservation, de comment on le cuisine, puis de aussi bien comment on le multiplie, ses défis aussi et de culture et de conservation, ses défis aussi de multiplication. Certains légumes qui sont plus durs à faire la production de semences en n'ayant pas de croisement de pollen, qui fait que là, on se ramasse avec des sortes un peu, des mélanges un peu douteux des fois, d'autres fois des mélanges qui sont tout à fait corrects, tout à fait comestibles, mais en tant que jardinier, on veut un peu garder des génétiques pour continuer un peu le travail qui a été commencé, des fois depuis des centaines d'années de jardiniers qui ont gardé des sortes particulières, qui les ont protégées du mélange des croisements génétiques, puis qui ont fait comme une sorte qui se sont fait un devoir de continuer le travail qui avait été fait par d'autres ancêtres de sélection, pour avoir des légumes goûteux, avec des belles qualités, puis là, qu'on continue ce travail-là à notre tour. C'est comme un peu... c'est une responsabilité un peu si c'est quelque chose qui nous parle, ça devient une responsabilité, pas juste une tâche à accomplir, mais une responsabilité en voulant dire, bon, ben, pour les générations futures, pour en tant qu'humain sur Terre, pendant ce petit laps de temps-là où que je peux faire des actions, ben ça, c'est une action que je peux faire. C'est marrant que tu nommes le sujet des semences pour le futur, parce qu'on parle souvent des semences ancestrales, donc on va dire issues du passé. Je pense que je t'avais dit que Patrice de Société des Plantes, dans le documentaire Le Semeur, là, que je recommande vraiment à tout le monde. Je le recommande aussi. Ah, tu l'as vu, ouais. Très beau. Et il nomme justement qu'il est beaucoup plus intéressé dans les semences pour le futur que les semences issues du passé. Moi, ça m'a fait basculer aussi ma vision du rôle de la pérennisation des semences et des semenciers. Vraiment, c'est un beau sujet, c'est un sujet que j'aime. On peut utiliser le terme « un retour vers le futur ». Puis je sens que ça nomme bien le fait que c'est pas de souhaiter de revenir en arrière, mais c'est de voir présentement, moi je sens qu'on a la chance de pouvoir faire des choix pour le futur, puis on peut se servir des exemples du passé, mais on fait les choix d'une autre façon. On fait les choix pas juste avec la nécessité de, on fait les choix avec le ressenti que c'est pour le mieux. Entre ça et ça, j'aime mieux choisir ça. Avec comme une sorte de ressenti. C'est ça de... Justement, parlant futur, j'ai l'impression que
as mis le doigt sur quelque chose sur lequel tu as peut-être envie de t'améliorer. C'est si on parle des 30 prochaines années en tant que jardinier, ça serait quoi les zones où tu as l'intuition que tu aimerais ou pourrais progresser? La production de semences, pour moi, c'est cette année, je veux planifier le jardin plus avec la production de semences. Fait que ça, c'est une des choses qui est importante pour moi dans le futur. Que j'avais moins mis de l'avant parce que je trouve qu'on a des très bons semenciers au Québec. Puis ça me permet de pas trop penser à ça, puis de me concentrer plus sur la production de légumes, production d'abondance. J'ai le goût de l'intégrer un peu plus en sachant que je vais pouvoir quand même me fier sur les semenciers qui sont là, que c'est leur métier. Et justement, il y a Lynn Bellemare de Terre Promise qui vient de sortir son livre sur la production des semences. Elle a le souhait aussi de communiquer ça à ses clients. Oui, je pense que c'est ça. Chacun, on prend un peu des parties, une partie qui nous appelle peut-être plus qu'une autre, où on voit qu'on a des qualités, des connaissances dans ce domaine-là, puis on le prend comme une mission un peu. Fait que moi, à date, c'était la création de jardin, puis une réflexion un peu sur l'économie. Donc, l'économie qui est, si on mise trop, si on met toute notre survie, mais plus si on met toute la pression sur les producteurs maraîchers, puis que eux, disons, un moment donné, pour différentes raisons, ils se trouvent que c'est de plus en plus dur de faire leur travail ou de continuer leur passion, ben, on est tous perdants. Ça fait que l'idée, c'était de diversifier un peu où qu'on met la pression avec différents styles de jardiniers. Fait qu'en priorisant les petits jardins de famille, mais aussi en priorisant les gens que c'est leur passion, qu'ils font avec d'autres raisons que créer un métier ou s'en faire un métier. Pour moi, c'était ça un peu comme des sujets qui m'encourageaient dans ma démarche ou dans ma façon de le penser. On a eu, j'invente pas la roue, hein, nos ancêtres partageaient. Quand il y avait de l'abondance, ils la partageaient autour d'eux. Quand il y avait des défis, des besoins, les gens répondaient présents. Ça fait que c'est un peu comme, c'est pour ça qu'on parle d'un retour vers le futur, ça a déjà été fait, mais après ça, comment qu'on l'incarne de nos jours? Puis quand je vois pour avoir contact avec des maraîchers sur petite surface bio au Québec, on l'entend, la pression qui est pas toujours facile, puis il y a des gens qui sont géniaux, qui mènent ça avec des mains de maître. Mais comment que il n'y a pas juste un modèle. Puis c'est là un peu que je trouve ça important dans la réflexion sur l'agriculture. Quand les années d'expérience s'accumulent, ben là, ça nous permet d'avoir comme une autre réflexion aussi sur ce domaine-là. Puis moi, c'est là un peu qui est venu un peu mon désir de toucher une autre façon de le concevoir ou de le réfléchir. C'est avec les années, en voyant un peu la réalité, de plus en plus de travailleurs étrangers dans les champs, de la difficulté d'offrir un bon salaire dans des domaines que le profit se fait c'est ça, que les marges de profit sont tout petites. Ça fait que toute cette réflexion-là de dire, mais comment qu'on pourrait jardiner dans la joie, jardiner dans l'intuition, jardiner en touchant les bonheurs d'avoir les mains dans la terre, mais sans la pression de vite, il faut que ça soit rentable, vite, il faut que ça soit fini pour qu'on commence l'autre travail qui a à être fait, ou sans la pression aussi de les légumes, ça vaut tant la livre, ça vaut tant le kilo.
puis de peser, tout le temps avoir la balance, tout le temps avoir notre crayon, tout le temps que ça soit quasiment autant une question de chiffres qu'une question de couleur, de saveur, de beauté. Ça fait qu'un peu d'essayer d'aller jouer un peu sur d'autres aspects qui parlent de cette même réalité-là, mais qui en parlent sous un autre angle. Et pour moi, c'était ça un peu comme un sorte de défi, une sorte de dire, il faut pas qu'on oublie ça, il faut pas qu'on oublie de le faire de façon artistique, de façon intuitive, mais sans crayon, sans chiffres, plus comme en pensant à tous nos ancêtres qui l'ont fait pour nourrir leur famille, qui l'ont fait pour dans une optique de vie, c'est ça, la beauté de l'humain en connexion avec ses besoins, en connexion avec l'effort qui est mis de façon heureuse, en fait, la joie de l'effort. On parle beaucoup ces temps-ci de gagner de l'argent sans travailler, mais non, il y a une joie à l'effort. Puis je pense que c'est important de continuer de le faire comme un exemple vivant, pas juste un concept. Je pense à une bonne conclusion. Jardinons avec cœur, simplicité, générosité. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est un plaisir. Merci de me permettre de mettre des mots sur quelque chose que j'aime, puis de pouvoir en parler, de pouvoir le nommer. C'est une joie.